Et on commence maintenant, donc merci beaucoup Mystique d'être avec nous pour cette deuxième édition du Festival de Poésie. Merci d'être à Alençon et bonjour. Bonjour, merci de votre présence et de m'avoir invité. Alors, l'idée de cette rencontre, c'est de pouvoir reparcourir l'ensemble de ton œuvre, qui est conséquente, et d'aborder aussi le thème de la poésie, puisqu'on est sur un festival de poésie aujourd'hui. Donc je voulais peut-être, avant de te donner la parole, rappeler que tu es une des très grandes figures de ce qu'on appelle le street art, l'art urbain. Tu nous diras d'ailleurs quelle appellation peut-être tu préfères. Qu'on est beaucoup à t'avoir croisé, parfois au hasard, souvent sur les rues de Paris, avec tes pochoirs qui sont immédiatement reconnaissables. On en a reproduit deux à gauche et à droite de la scène, sur le même principe d'un pochoir d'un homme ou d'une femme, souvent une femme, avec un poème, un slogan, une formule. Pareil, tu nous diras ce qui est le plus pertinent comme appellation à tes yeux. Avec ces phrases qui interrogent l'art, qui interrogent la condition féminine, le rapport entre dominant et dominé depuis des années, des problématiques qui sont encore d'une actualité brûlante, que tu étais une des premières aussi à interroger sous cette forme dans la rue. Alors, je me disais que pour commencer, et puisque il s'agit d'un festival de poésie, on va peut-être attaquer cette rencontre par le texte, puisque tu es toi-même une lectrice, une grande lectrice de poésie, et il y a un auteur que tu revendiques souvent, qui est Prévert. Peut-être que tu peux nous en dire un mot pour lancer la rencontre. Oui, mais avant, j'ai juste un petit point à faire sur le mot pochoir. Ouais. Donc tu as dit, on voit des pochoirs. Alors en fait, non. Ce ne sont pas des pochoirs qu'on voit. C'est fait avec la technique du pochoir. C'est réalisé au pochoir. Mais ce qu'on appelle le pochoir, c'est une matrice qui me sert à peindre. Donc ce qu'on voit, c'est une peinture, c'est une illustration. Il y a plein, voilà, tous les synonymes, mais on ne voit pas le pochoir. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, je tiens à le signaler. Et donc, un pochoir, c'est J'ai une déjà matrice. fait une bourde en 2 minutes. Mais non, mais tout le monde l'a fait. Ça commence bien. Et je trouve que c'est bien de le rappeler, bien sûr. C'est comme si on dit... Enfin, j'ai pas trop d'exemples, mais c'est une technique, ouais. Tout à fait. On voit l'acrylique. Ben, non, on voit pas l'acrylique, on voit une peinture faite à l'acrylique. Voilà. Donc, pour dire à ceux qui ne savent pas ce que c'est un pochoir, c'est l'outil qui permet de multiplier une image. Alors, ça peut être découpé, donc c'est un dessin au préalable. Donc il y a un dessin qui est découpé ou dans du carton ou dans de la tôle. Ça peut être découpé à la main, au laser, avec les nouvelles techniques. Mais voilà, c'est une matrice qui sert à reproduire une image. Mais cette image, avant, elle est dessinée. Voilà. Tout à fait. Voilà, le point sur le pochoir. Super. Donc, alors, on allait parler de Jacques Prévert. Ben, moi, ça a été une rencontre que j'ai faite très jeune, vers mes 8 ans. C'est un cadeau de ma mère qui m'a offert un livre de poésie de Prévert. Et ça m'a... D'abord, c'est donc le premier poète que je lisais. Je pense que c'est vraiment un auteur qui a plusieurs niveaux de lecture. Donc, c'est pour ça qu'il est étudié dans les écoles, parce que l'approche est simple au premier abord. Et je me souviens très bien, je l'ai gardé longtemps, ce livre. C'était une édition en livre de poche, mais c'était tiré de la première édition qui était une photo de Brassailles en noir et blanc et qui représentait un mur graffité, mais gravé surtout. Voilà. Donc, je trouvais la correspondance intéressante, puisque moi, voilà, des années après, j'ai utilisé le mur comme support. De ton travail, oui. Donc, en lisant Prévert, bien entendu, j'ai tiré le fil, et puis ça m'a amené au poète de sa génération. Donc, j'ai été très influencée par les surréalistes. Et alors là, je ne vais pas tous les citer, mais bon, voilà. Donc, ça a été vraiment ce qui est fondateur chez moi au niveau de la lecture et de l'imprégnation littéraire. Ça s'est passé par les surréalistes. Et puis après, il y a eu l'antériorité, il y a Rimbaud, tout ça, et puis après les contemporains. Mais en plus, dans ces années-là, vers 10 ans, j'ai passé de nombreuses années dans les hôpitaux, plus de longs mois dans les hôpitaux,
C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas tout ça. Donc la seule évasion possible, c'était les livres. Et donc j'ai été nourrie, malgré moi, mais nourrie par les livres. D'où mon attachement à la littérature. À la littérature, oui. Et donc c'est un bon médicament qu'on devrait prescrire autant que... Remboursé par la Sécu. Voilà. Oui, alors l'idée aussi de la rencontre, c'est de présenter plusieurs des livres que vous pourrez retrouver sur les tables de la librairie Le Passage. Il y a celui-ci, par exemple, qui s'appelle 30 ans de création, qui revient, du coup, comme le titre l'indique, sur une grande partie de ton œuvre. Tu y parles justement de Prévert et tu indiques que Prévert, ça t'avait plu aussi pour son côté, la révolte qu'il portait avec lui, le côté provocateur, mais tu précises également que c'est au sens de provoquer, non pas seulement l'indignation, mais aussi provoquer au sens de provoquer un rêve, provoquer un souvenir, provoquer une pensée. C'est tous les mots c'est du beaucoup plus dictionnaire. large. Oui, c'est tous les mots du dictionnaire. Bah oui, voilà. Parce qu'on prend souvent le mot provocation de façon révoltée, alors que voilà, on peut provoquer de la colère, mais aussi de la tendresse. Enfin, c'est ouvert, hein, le mot provoquer. Et en ce sens, à mes yeux, ton travail, donc qu'on découvre au hasard dans les rues très souvent, même si on en reparlera, il est aussi présent dans les galeries. Il s'inscrit en porte-à-faux total avec les publicités sur lesquelles on tombe, mais qui, elles, ne provoquent pas du rêve, mais sont là pour marteler un message univoque, très clair et pousser à la consommation, là où ton travail prend le contre-pied de ça. Et c'est une forme de réponse, j'ai l'impression aussi à... Oui, c'est pareil, je suis une enfant, moi je suis dans les années 50, donc la publicité envahit notre vie, la marchandisation, et c'est d'utiliser les mêmes outils, c'est-à-dire une image, un slogan, pour là nous faire acheter, et moi c'était pour interroger plutôt. Et que l'espace... Alors avant de faire du dessin et de la peinture, j'ai longtemps fait du théâtre de rue, donc j'avais déjà une approche... J'étais touchée déjà, j'avais déjà une approche d'être active vis-à-vis du public. Et puis, le théâtre de rue, on va vers les gens, ce que je fais en peinture, plutôt que l'acte d'aller au théâtre, c'est une vraie démarche qu'il faut anticiper, comme d'aller voir une exposition. Et c'est vrai que quand on travaille dans la rue, c'est l'inverse qui se produit, on va vers les gens. Et ça aussi, c'est ça qui me plaisait. Alors, l'année dernière, à ta place, dans ce fauteuil, il y avait Ernest Pignon-Ernest qui était assis ici pour la première édition du festival, qui nous parlait de son travail et puis de son rapport au poète. Est-ce que tu peux nous dire un mot de lui, de son travail, comment tu te situes par rapport à lui, et nous dire un mot de ça ? Oui, alors moi j'ai une grande admiration pour Ernest Pignon-Ernest, bien sûr. Avant moi d'intervenir, je connaissais son travail. J'ai eu la chance de le rencontrer très peu de temps après moi avoir commencé. Et j'ai que des mots, j'ai que des qualificatifs pour lui. Donc, je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Enfin, il fait un travail admirable. En plus, son travail est vraiment politique et poétique. C'est un immense dessinateur. Il a beaucoup... Enfin, voilà. Un maître, moi, c'est le premier de mon panthéon. Le premier, oui. Il y a quelque chose que disait Ernest, c'est sur le choix du lieu. Lui, il nous en a beaucoup parlé l'an passé, comment il choisit l'endroit où il va poser son dessin, il va l'observer, le grain du mur, la lumière, et puis le lieu lui-même, ce qu'il évoque, ce avec quoi il résonne. On a beaucoup de différences entre nous, bien entendu, mais lui, il travaille sur la mémoire des lieux. Il se réfère à l'histoire de l'endroit où il peint, où il pose ses sérigraphies. Moi, par contre, pas du tout. Je me soucie peu de l'histoire, de l'histoire d'où je peins. Presque, c'est un peu mégalo, mais disons que moi, c'est plutôt je crée une mémoire à ce lieu qui peut-être n'en a pas en m'y inscrivant. Et en même temps,
mais je me trompe peut-être. J'ai l'impression qu'il y a des choses, c'est quasiment du hasard objectif, ou alors c'est de l'humour volontaire. Je prends un exemple. Rue Brac, à Paris, tu poses un pochoir où c'est une femme avec un colt à la Calamity Jane qui est là, qui fait un braquage à la rue Brac. Donc pour moi, il y a une résonance qui est intéressante. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est au contraire là, volontairement? C'est un peu les deux. Okay. Donc le texte qui est associé à cette femme qui a un colt, c'est J'ai braqué des jardins entiers. En fait, j'avais créé ce texte et cette image avant. Et en faisant mes repérages dans le 3e arrondissement de Paris, j'ai vu rue Brac et évidemment, ça s'est imposé à moi que sur la rue Brac, j'allais mettre braqué. Voilà. Donc là, c'est un semi-hasard. Et c'est une exception ou tu travailles régulièrement de cette façon-là? Non, là, c'est un hasard. Ouais. Parce que quand je fais mes repérages, c'est surtout le mur qui m'intéresse. L'état du mur, voilà, son esthétique, son orientation. J'aime pas trop travailler sur les grandes avenues, les grands boulevards. Je travaille plutôt dans des petites rues, des impasses, des passages. Voilà, j'aime bien le côté un peu mystérieux, enfin que les gens le découvrent vraiment là au hasard. Alors il y a un autre livre dont on va parler, c'est celui-ci, Mystique, Histoire de rencontre. C'est le dernier. C'est le dernier. Je te laisse peut-être d'ailleurs le présenter toi-même, Oui, son principe, alors, son fonctionnement. Comme son nom l'indique, c'est des histoires de rencontres. C'est-à-dire que j'ai demandé à des gens, alors des gens ou connus, enfin, oui d'abord, ou des gens connus ou inconnus. Il y a quelques têtes d'affiche, des écrivains connus, des chanteurs, mais aussi à des gens parfaitement inconnus, mais des gens qui avaient été en relation avec mon travail, donc ou en le voyant dans les galeries, ou dans la rue, ou dans des livres, et ils racontent leur rencontre avec une de mes œuvres. Voilà, c'est assez simple comme concept. Et il y a des mots très beaux, hein, effectivement, d'inconnus ou de personnes connues. Je pense notamment au chanteur Christophe, là, qui est disparu tout récemment, et qui dit en substance qu'il aime ton travail, et au-delà de ça, il trouve l'inspiration quand il devait écrire une chanson. Au moment de parler des femmes, ça l'inspirait pour écrire une chanson sur les femmes. J'imagine que c'est quelque chose qui est touchant, qui fait plaisir quand c'est le chanteur Christophe qui te... Oui, mais c'est aussi, je pense, le rôle de l'artiste d'inspirer les gens. Comme moi, j'ai été inspirée par, au départ, Jacques Prévert. Et le livre, il s'ouvre d'ailleurs sur une citation de Rimbaud. Peut-être que tu peux nous dire un mot de Rimbaud aussi. Alors, c'est pour ça que je voulais qu'on pose des questions, mais je suis pas du tout... je suis pas douée pour des explications et des commentaires. Non, mais savoir comment tu l'as rencontré, est-ce qu'il t'accompagne encore aujourd'hui? Rimbaud, est-ce qu'il je y l'ai a rencontré certains... au coin d'Abar. Ouais. Non, pareil, je sais plus. Je l'ai lu il y a très longtemps. L'impression qu'il a toujours été là, du coup. Depuis longtemps. Mais voilà, je suis désolée pour vous, mais c'est un exercice. J'ai beaucoup de mal à m'y prêter parce que voilà, je suis pas très douée dans les explications ou à intellectualiser les choses. Alors, je pense beaucoup, mais ça se voit pas. Enfin, en tout cas, je sais pas le retransmettre. Ok. Donc, il y a voilà. Par exemple, on me propose souvent des ateliers avec les enfants et je le refuse parce que je ne suis pas du tout pédagogue. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et pour l'instant, c'est très clair, hein, je crois. Vous n'êtes pas perdu, c'est bon? Ok, donc tu vois, tout va bien. Peut-être, à défaut de parler de Rimbaud, on va parler de Mystique et du choix de ce pseudo aussi, Mystique, pour en venir ensuite au thème de la femme, de la féminité. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? Quand j'ai commencé, j'étais pas la première à Paris à peindre, à intervenir sur les murs. Tout le monde prenait des pseudos. Donc, j'ai décidé de m'en choisir un. Et Mystique, ça vient de la BD dans Picsou. C'est dans le journal de Mickey. Donc, enfant, je lisais le journal de Mickey. Je lisais aussi parce que j'étais dans une commune communiste, Pif le chien. Mais voilà, je trouvais plus glamour mystique que Pif. Et donc, comme c'est une petite sorcière, dans Picsou, elle a un rôle tout à fait secondaire. Elle n'est pas d'ailleurs souvent, dans les épisodes, elle n'est pas souvent là. Mais quand elle l'est, elle essaye de voler le sous-fétiche de Picsou. Elle n'y arrive jamais. Voilà, le sous-fétiche. Donc, s'il y a des psychanalystes, ils peuvent se régaler. Et comme c'est un petit personnage qui est plutôt comique,
Donc je trouvais ça intéressant aussi parce que Miss, donc je m'identifiais tout de suite comme une femme. Le mouvement qui était à l'époque très masculin. Voilà, donc, et puis évidemment, mystique, le mysticisme, enfin, bien que je ne sois pas trop mystique, disons plutôt la spiritualité. Voilà. Et ce thème de la femme, il revient beaucoup dans ton travail, que ce soit dans les dessins ou dans les textes. Par rapport au dessin, tu as des femmes qui sont fières, souvent, qui montrent leurs fesses, qui montrent leur poitrine, qui sont sexualisées. Qui sont sexualisées et qui assument aussi ce corps, j'ai l'impression, et avec des formules qui les accompagnent, qui sont souvent très, très belles. Aller faire le mal ailleurs, pas le mal M-A-L, mais M-A, accent circonflexe, L-E, par exemple. Striptease poétique aussi, à côté d'un dépochoir. Alors pourquoi ouais. On va commencer par ça. Pourquoi j'illustre donc ce que j'écris avec des femmes? C'est que quand j'ai décidé d'intervenir, de dessiner enfin j'ai découvert donc au début des années 80 donc tous ces acteurs qui étaient tous des étudiants à l'époque aux Beaux-Arts à Paris, qui descendaient peindre des palissades, qui détournaient des affiches de 4 mètres sur 3. Il y avait déjà Jérôme Ménager qui peignait des corps blancs. Donc il n'y avait que de l'image. Comme moi, je venais, comme je vous l'ai dit, du théâtre de rue, ça a vraiment tilté. Je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à faire à cet endroit. Et je tenais absolument à mettre du texte et de l'illustrer. Le problème, illustrer un texte, c'est pas évident. Et j'ai choisi au début la facilité. J'ai fait des autoportraits, puisque je parlais d'où je suis, donc en tant que femme, et de moi. Donc voilà, j'ai fait des autoportraits à peu près 1 an ou 2. Mais je me suis très vite lassée d'avoir à me photographier, à organiser des séances de photos. Et donc, voilà, en se disant, bon, j'en ai un peu marre de me représenter, ça s'est comme imposé. J'ai dit, je vais représenter les femmes de notre époque. Et puis, justement, c'est le cliché de la femme qu'on nous vend, qu'on nous tend dans la pub, dans la mode et tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment utilisé des images que je vais chercher dans les magazines féminins et dans la mode. Voilà, voilà. Et puis après, pareil, on pense à quelque chose, et puis après, la cohérence, presque, elle se fait, l'explication, après, où ça devient quelque chose presque d'une évidence, alors que ça pouvait ne pas l'être. Ouais. Et puis j'ai continué, parce que je trouvais, je m'y trouve bien dans ce triptyque, avec ce texte, cette femme qui est à moi, qui est les autres, voilà, pour pouvoir m'exprimer. Et elles sont effectivement sexy, elles sont jeunes, elles sont en bonne santé. D'abord parce que c'est très agréable à dessiner, des jolies femmes. Et puis, alors je suis féministe, mais je suis même pire que féministe, parce que je pense qu'on est nettement supérieur aux messieurs. Mais, ceci dit, c'est pas parce qu'on est féministe qu'on n'est pas féminine, enfin c'est le grand débat. Et donc moi je suis féminine, féministe, et puis j'aime les hommes et j'aime la beauté, donc voilà pourquoi je fais des belles filles qui disent des choses drôles, intelligentes, agaçantes et tout ça. Et dans ce qu'elles disent, je l'ai à la main justement, il y a ce livre qui est très beau, qui s'appelle « Je prête à rire, mais je donne à penser ». On aurait presque pu appeler d'ailleurs la rencontre comme ça. A posteriori, on aurait peut-être dû d'ailleurs l'appeler comme ça, qui reprend certains des dessins, mais aussi beaucoup de tes textes. Oui, c'est surtout, en fait, on m'a un peu imposé, parce que quand on est venu me chercher pour faire le livre, je trouvais ça super d'avoir un livre avec juste les citations. Mais il fallait transiger, il voulait des images. Mais moi, j'aurais préféré que sur ce livre-là, il n'y ait que des citations.
Que des citations. Ouais. Et en les lisant, en les relisant, en l'occurrence, pour moi, on voit aussi transparaître toute la dimension humoristique, parce qu'effectivement, il y a un côté revendicatif dont on a un peu parlé, mais il y a beaucoup, beaucoup d'humour, de dérision, d'autodérision, de jeux de mots. C'est un aspect important de ton travail aussi, j'ai l'impression. Ben oui, celui-là. je suis plutôt du côté ludique que des grandes questions existentielles qui seraient posées avec beaucoup d'inquiétude et d'angoisse. C'est une façon de détourner un peu des sujets graves en quelque chose de plus léger. Je m'en suis noté quelques-unes. Alors, je ne sais plus de quel côté elle est, parce que je ne vois pas de là, mais il y a le port du cerveau obligatoire, c'est celle-ci. Bon, toute analogie avec le masque, j'imagine, est fortuite et sans... Oui, mais enfin, pareil, en vérité, je l'ai fait bien avant. Hein. C'était avant, je me demandais justement. Ouais, non, c'est avant. Comme quoi, il y a des choses qui durent. Hein. Qui prennent une résonance du coup particulière quand on la voit aujourd'hui. Exactement. C'est comme quand les gens découvrent mon travail, s'ils sont dans un moment gai de leur vie ou plus triste, la perception, elle est différente. Ouais. Il y avait Cessez de lire Philippe Solers. Ouais. Absolument, ça me fait rire aussi. Mais ça faisait partie d'un triptyque. Oui. J'ai plus en tête les deux autres. C'était au milieu. Le dernier, j'ai oublié, mais il y avait autre chose. Et ça finissait par Cessez de lire Philippe Solers et Arrêtez de tout avaler. Arrêtez de tout avaler. Le mur a un grain, moi aussi. Quand je parlais d'autodérision, là, on est quand même en plein dedans. Et certaines, l'espoir fait vivre. Le désespoir aussi. Il y a aussi un aspect plus grave, c'est presque du Sioran, je ne sais pas si tu le lis. Oui. Il y a cet aspect toujours sur le fil entre espoir et désespoir qu'on retrouve dans ton travail. Sioran, il parle d'aphorisme, lui, pour ses formules. Toi, tu utilises quel mot pour présenter les textes? Tu dis des textes, c'est une formule que tu veux qu'on... Alors des textes, ça paraît très long. J'ai du mal, moi aussi. Hein. Ouais. Alors après, je m'en suis mieux sortie parce qu'il y a un universitaire qui a écrit un livre, un essai sur mon travail. Donc après, j'ai su aussi que j'écrivais des épigrammes, des épitaphes. Enfin, voilà. Alors, mais c'est vrai. Tu as expliqué ce que tu faisais. Ouais, exactement. Mais sinon, moi, quand je les écris, je me dis pas, là, je fais un aphorisme, et puis là, je fais une citation, et puis là, je fais un slogan. J'écris, c'est tout. Mais c'est bien, hein, j'adore que des gens s'y penchent et me fassent découvrir tout ça, quoi. Alors, pendant le confinement, tu as participé à une émission sur France Inter je crois que c'est Boomerang, avec Augustin Trapenard. Ouais. C'est ça, hein, c'était Boomerang, je crois, où tu as écrit une lettre à un camarade poète. Ah oui, c'est dernièrement, c'était pendant il y a 2 mois, en avril ou mai, je ne sais plus. Oui, tous les jours, il avait comme il ne pouvait plus faire son émission, chaque matin, il demandait à quelqu'un d'écrire une lettre qui devait être adressée à qui on voulait. Pendant qu'on était confinés. Et j'ai choisi un poète qui s'appelle Patrice Delbourg, qui est un grand poète aussi, mais bien contemporain. Et c'est rigolo parce que Patrice Delbourg, il a écrit un texte que tu évoques qui s'appelle Solitude en terrasse, qui est publié au Castor Astral, qui est l'éditeur qu'on a invité, qui est à l'honneur cette année au festival. Il y a Jean-Yves Rezeau, là je le vois pas, mais qui doit être dans la salle, qui est le directeur du Castor Astral, par exemple. Très bonne maison d'édition. Tout à fait. Et vous pouvez retrouver du coup sur la table aussi cet aspect. Et dans cette même, ce travail du Castor Astral, et dans cette même interview... c'est pas une interview, c'est une lettre. Cette même lettre, oui, pardon. Tu as une formule sévère sur le pouvoir, où tu dis « le pouvoir ne nous protège pas, il se protège ». Ce qui amène le thème... Précisément, c'est « le pouvoir ne protège pas, il se protège ». Le pouvoir ne protège pas, il se protège. Et ce qui amène aussi le thème de ton rapport au pouvoir, mais à la justice aussi, dans ta manière de travailler. Du coup, comment ça se passe? Parce que tu l'as fait en tous les cas sans demander d'autorisation pendant un temps. On t'a intenté un procès à un moment. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment tu l'as vécu? Ce que ça a changé aussi dans ton travail? Oui, donc c'est interdit de peindre et d'écrire sur les murs. Ça s'appelle dégradation et je sais pas quoi d'une peinture par dessin, nanani, sur un bien de je sais pas quoi. Bon, enfin, il y a un article de loi là-dessus, et qui d'ailleurs a été modifié au début des années, fin des années 80, parce qu'il y a eu là la vraie naissance en plus nous de ce qu'on faisait de repeindre
un peu à la française, mais il y a eu tout ce mouvement qui venait des États-Unis, qui s'appelait le graphe et les tags. Donc, comme les villes ont été envahies, il y a un article qui a été modifié et renforcé sur la répression, et puis il s'est durci, quoi. Donc, quand moi j'intervenais au début, donc sans demander bien sûr d'autorisation, je travaillais la nuit, j'allais peindre la nuit parce qu'il y avait très peu de monde, alors que le jour, j'ai quelquefois essayé, je me suis fait agresser par des gens à qui ça plaisait pas. Donc au moins la nuit, j'étais plus tranquille. Et seulement que la nuit, il y a plus beaucoup de monde, mais il y a plus de police, et puis on est en tout cas plus repérable. Donc j'ai souvent été arrêtée en flagrant délit. J'ai passé de nombreuses nuits dans les commissariats, mais bon, ça allait plutôt bien parce qu'on me relâchait le matin et que c'était sans suite. Les affaires étaient classées. Une fois, ça n'a pas été classé. Les propriétaires ont porté plainte. J'ai eu un procès. Au bout d'un an, je suis passée en correctionnel. Et là, j'ai eu une amende. À l'époque, c'était en francs qui n'était pas trop élevé. C'était de l'ordre de 5 000 francs. Mais les propriétaires ont fait appel. Et là, par contre, en appel, j'ai pris donc 4 500 € d'amende. Et puis surtout, comme j'étais condamnée, donc récidiviste pour les fois précédentes, si j'avais continué. Donc ça a duré 2 ans en plus, c'est un peu long. Et donc j'ai eu cette amende à payer au ministère de la Justice, mais j'ai aussi payé l'avocat. Donc ça m'a coûté quand même assez cher, surtout qu'à l'époque, je gagnais pas très bien ma vie. Donc les 2 ans où ça a duré, j'ai pas travaillé dans la rue. Et je me suis remis en question de savoir comment, si je continuais, comment, enfin voilà. Et puis, pareil, une fois qu'on le fait, ça paraît très simple. J'ai décidé de demander des autorisations. Donc j'ai procédé pareil, j'ai fait du porte-à-porte. Et les endroits qui me plaisaient, je m'adressais aux gens en leur demandant si je pouvais peindre. Bon, les rez-de-chaussée des villes, c'est surtout des commerçants. Donc en fait, je m'adressais aux commerçants. Après, très vite, je me suis aperçu que les immeubles, les propriétés, copropriétés, c'était injouable de mettre un immeuble d'accord. Donc, je m'adresse en fait aux commerçants. Et la négociation, c'est qu'ils acceptent que je le fasse, mais j'ai carte blanche. Ils n'ont pas un regard sur ce que je fais. Et depuis j'ai été condamnée en fin 99, donc depuis jusqu'à maintenant, je travaille comme ça. Je fais des repérages, je vais voir les gens. Donc pour le public, ça change rien. Je pratique, c'est toujours les mêmes formats. Ça n'a pas modifié la forme, mais moi, ça modifie, c'est que j'ai plus de problème, voilà, ni avec les flics, ni avec les magistrats et tout ça. Voilà. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, comment est-ce que tu envisages aussi ton travail qu'on peut retrouver parfois pas sur les murs, mais dans des galeries d'art? Comment je suis passée du travail de la rue au travail des galeries? Alors ça s'est fait de façon très, très rapide. 6 mois après mes premières interventions dans la rue, il y a une femme, galeriste entre autres, mais elle est plus connue pour être dans la mode, c'est Agnès B, qui a une galerie à Paris et qui est très attentive aux artistes jeunes et au mouvement émergent. Donc au bout de 6 mois, elle a fait une exposition qui s'appelait Pochoir, et elle nous a demandé, tous ceux qui pratiquaient le pochoir, enfin ça a un peu débordé, il y a eu d'autres techniques, mais enfin tout ce mouvement qui était naissant, elle nous a demandé d'exposer. Donc ma première exposition s'est faite en 86. Et à cette époque-là, ce que j'ai pu montrer, c'était tous mes essais. Parce qu'avant de peindre, d'abord, il y a tous mes dessins. Et puis, je peignais sur du papier tout ce que je faisais avant d'aller le mettre à la rue. Donc, j'ai présenté des œuvres sur papier. Et puis après, ça s'est enchaîné. J'ai jamais cessé d'exposer. Par contre, j'ai changé de support. Donc, j'ai utilisé de la toile traditionnelle. Je travaille sur du bois, de la palissade, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme support. Donc, alors,
C'est des questions qu'on m'a posées souvent. Et puis souvent aussi, c'est que comme on peint dans la rue, ça doit être un acte gratuit. Et il y a même des gens qui se sont offusqués qu'on puisse quitter le territoire de la cité pour se retrouver en galerie. Alors que c'est légitime, c'est comme un chanteur, il peut très bien commencer à chanter d'abord dans son salon, sous sa douche, après dans les fêtes de famille, après devant faire un gala et faire un disque. Hein. Enfin bon. Bon, mais chez les plasticiens et surtout les gens de la rue, on a comme ça tellement une image de anti-système, anti-rebelle et tout, qu'on devrait faire que ça gratuitement et vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Ceci dit, moi, je me positionne plus comme une artiste au sens large du terme. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis sentie enfermée dehors. Et alors que tout ce que je fabrique, c'est fait, c'est pensé, c'est fabriqué à l'atelier. Je dessine pas sur le trottoir. Et donc, pour moi, c'est légitime de proposer, d'avoir une autre proposition et toutes les propositions possibles. Et je suis plutôt pour les choses qui s'ouvrent, pour les choses qui se referment. Voilà. Donc, mais ça a été un débat. Fallait se justifier. Voilà, ces positions d'exposer ailleurs que dans la rue, et puis surtout de gagner de l'argent. Parce que ça, c'est aussi les artistes, c'est un peu, on en parlait tout à l'heure, c'est très l'esprit 19e. On vit misérablement, on est alcoolique et drogué. Et voilà. Et ben, c'est pas vrai. Pas toujours, en tout cas. Oui, je ne sais plus où je l'ai lu, mais je crois que tu prends aussi l'exemple de Toulouse-Lautrec, par exemple, pour ses affiches qu'on peut aller voir dans ces musées et qu'on va voir dans les musées. Ça reste du Toulouse-Lautrec. Oui, alors oui, même parce que pareil, on m'a reproché de faire des affiches pour des festivals de poésie, de rock, voilà, plein d'artistes se sont... Toulouse-Lautrec, mais enfin plein d'autres. On fait des affiches, on fait des assiettes. Enfin bon... À propos de ces affiches, peut-être deux projets auxquels que tu as eu, que tu pourrais évoquer, peut-être ce que tu as fait avec Claude Chabrol, le cinéaste, pour La fille coupée en deux, et puis avec Amélie Nothomb, puisque tu as fait la couverture de son 20e roman qui s'appelait Tuer le père. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ces deux projets, puis après je vous laisserai la parole pour poser des questions peut-être à Mystique. Oui. Alors, moi dans ma démarche, ma façon de me faire connaître aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le travail de la rue me plaît, m'intéresse, parce qu'il va vers les autres, parce que c'est ouvert, mais c'est aussi une façon de me faire connaître, il faut bien le reconnaître, et d'être vu aussi par les professionnels. Donc au début, c'était bien entendu les professionnels autour de la peinture, des galeries, des institutions, mais il y a aussi les marchands. Donc ça peut être du marketing, de la com. Et pour Claude Chabrol, ah oui, et donc par contre, moi je ne démarche pas. J'envoie pas mes CV en demandant à des agences de travailler avec eux et tout. J'attends que les choses viennent vers moi, qu'on me propose des choses. Donc pour Chabrol, c'est eux qui sont venus me chercher en me demandant si ça m'intéressait de faire l'affiche. Donc bien entendu, j'ai accepté. Parce que aussi, quand on travaille comme ça, c'est des rencontres aussi avec d'autres créateurs. Et ce qui était intéressant dans l'affiche pour Chabrol, pour ce film, c'est que d'abord, ils ont sorti les grandes affiches 4 mètres sur 3, dans le métro, mais enfin dans toute la France, où il n'y avait que mon image, avec ma signature, et rien d'autre, avec écrit « La fille coupée en deux », et c'est tout. Il n'y avait pas que c'était un film, il n'y avait pas les acteurs. Donc, les gens se demandaient, c'est quoi ? Alors, il y en a qui pensaient que ça annonçait un livre. Certains ont pensé que ça annonçait une expo. J'ai des amis qui ont pensé que j'avais rencontré un mécène riche qui m'offrait une campagne de publicité. Et donc, ça s'appelle un teaser. Donc, ça a duré 15 jours. Et au bout de 15 jours, ils ont ressorti l'affiche avec écrit que c'était un film, et puis voilà. Donc ça, c'était assez ludique aussi comme façon de procéder. Voilà pour Chabrol. Tu l'as rencontré, Chabrol ? J'ai rencontré Chabrol, j'ai mangé avec lui, et on a bien bu. Voilà. Fidèle à sa réputation. Alors. Oui, et à Lyon.
À Lyon. Et à Lyon. Ouais. Et le film se passait à Lyon. Ouais. Donc là, les avant-premières s'étaient faites à Lyon. Et Amélie Nothomb, ce projet... Alors Amélie Nothomb, on s'était rencontrés plusieurs fois dans des émissions beaucoup de radio. Et puis une année, j'ai fait une exposition qui s'appelait Femmes de lettres et c'est un accent circonflexe TRE. Et c'est au moment aussi, il y a la Poste qui m'a demandé de sortir un carnet de timbres, de 12 timbres. Et le carnet de timbres s'appelait Femmes de lettres. Et quand j'ai présenté, il y a eu la sortie du carnet de timbres par la Poste. Et à ce moment-là, je faisais une exposition. J'ai dit, je veux aussi communiquer sur mon carnet de timbres, et qui s'appelle Femmes de lettres. Donc j'ai appelé l'exposition Femmes de lettres, sauf que le carnet de timbres possédait juste 12 illustrations, qui n'étaient pas assez pour faire une exposition. Et donc j'ai dit, je vais y associer des vraies femmes de lettres. Et donc là, j'ai fait une sélection de femmes de lettres contemporaines, des femmes aussi qui étaient vivantes, d'autres qui étaient mortes. Et il y avait Amélie Nothomb dedans. Et bien entendu, les femmes qui étaient vivantes, je leur avais fait un courrier avec le tableau pour leur signaler et demander leur autorisation d'exposer le tableau que j'avais fait d'elles. Donc Amélie Nothomb, super bien, elle m'a dit oui, elle a très bien réagi. Et 6 mois après, c'est elle qui m'a téléphoné et qui m'a demandé si elle pouvait en faire l'illustration du livre qui allait sortir quelques mois après, et que son éditeur était d'accord. Voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Pareil, c'est une rencontre. Et elle dit de ton travail, je n'ai pas les mots exacts, mais grosso modo que ça lui a fait beaucoup plus de bien le travail que tu as fait à partir d'elle que des années de psychanalyse. Ah oui, ouais, oui, parce qu'il y a une phrase associée aussi. Lacan a ses lacunes. Non. Non. Sur son tableau, non. À elle, c'est pour... Je sais plus très bien. Ah oui. Ah non, pardon, je croyais que tu voulais dire associé en sous-texte. D'accord. Non, oui, il y a une phrase associée au texte. Ok. Alors, comme je disais, peut-être qu'on peut vous donner la parole. Il y a un micro qui va circuler. Je regarde Gigi, d'accord, qui tiendra le micro devant la personne qui souhaiterait, ou les personnes qui souhaiteraient poser une question. Voilà, il y a une main qui se lève. Donc c'est Gigi qui va vous tenir le micro. Elle le tient. On m'a dit qu'il fallait appuyer sur le rouge. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci. D'abord, merci de nous laisser la possibilité de poser des questions. C'est, je crois, toujours agréable d'avoir la possibilité d'échange entre le public et les personnes invitées. J'avais une question en fait concernant un propos que vous venez d'avoir en fait concernant les artistes de rue ou les artistes de cité. Vous pouvez vous lever? Oui, je peux me lever. Merci. Ah, comme ça je vous vois. D'accord. Vous disiez que en fait. Laissez-lui le micro. Non, mais c'est pour l'histoire des. Protocole en vigueur. Ah. Elle doit tenir le micro. Vous disiez donc que ces artistes ont une image anti-système. Alors, en fait, c'est une double question. Ça serait une double question. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont qu'une image anti-système, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas... bien. Ah, comme ça, c'est peut-être mieux. Je crois que c'est mieux comme ça, effectivement. Oui, il va répéter parce que j'ai pas entendu non plus. Bon, peut-être je vais arriver à poser la question. On vous écoute. Est-ce que vous pensez que ces artistes, entre guillemets, de rue ou de cité, n'ont qu'une image anti-système, ou est-ce qu'ils sont réellement anti-système? Et qu'est-ce qu'on peut entendre par anti-système, en fait? Je reformule, vous me dites si c'est bien ça. Si j'ai bien entendu, on dit souvent des artistes du street art qui sont anti-système. Est-ce que c'est une image qu'on leur colle, ou est-ce qu'ils sont réellement anti-système? C'est ça? C'est ça, et qu'est-ce qu'on peut entendre par anti-système? Et qu'est-ce que ça veut dire anti-système? Et qu'est-ce que ça veut dire anti-système? Je crois que c'est ça. Anti-système, moi j'ai senti le mot comme ça, c'est rebelle ou ce que vous voulez. Il y a les deux. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment anti-système. Il y en a qui, tant
qui sont anti-système, mais le jour où l'on leur propose une belle exposition ou nanan, ben, ils y vont très très vite, et d'un seul coup, ils sont plus du tout anti-système. Enfin, là, franchement, il y a tous les cas de figure. Hein. Et il y en a effectivement, c'est des purs et durs, ils restent dans leur démarche pure et dure, et c'est très bien. Sauf que, voilà, il faut que tout existe. Que certains agissent de façon radicale, moi, ça ne me pose pas de problème, mais que, voilà, que la critique ne soit pas aussi négative si on a besoin de gagner sa vie, de payer son atelier, ses pompes et le reste. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une main juste ici qui s'est levée. Bonjour. Bonjour. Je peux parler sans micro, hein, j'ai de la voix. T'entends, c'est bon? Super. Oui, de temps en temps. Alors. Oui, oui, alors j'interviens dans les régions quand je suis invitée, parce que comme je vous l'ai dit, si je le fais... Voilà. Alors, pour finir répondre à votre question, donc je travaille en région et souvent, ce qui est le plus simple pour moi, c'est quand j'ai une exposition en province, je demande aux marchands avec qui je travaille, aux galeristes ou aux mairies, de me trouver des murs autorisés. Et comme ça, je viens un peu avant l'événement et j'interviens dans la ville. Voilà. Qui? Le maire au premier rang a entendu Dieu, on ne sait pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres remarques, d'autres questions à poser à Mystique? Oui. Là-bas. Le micro arrive tout de suite. Levez le doigt, elle arrive. Qu'elle vous voit. Ah, la voilà. Je voulais savoir comment vous choisissez d'associer les portraits et les phrases. Est-ce que chaque portrait est vraiment associé à une phrase? Est-ce que vous écrivez d'abord la phrase et ensuite vous faites le portrait? Est-ce que ça pourrait, je ne sais pas, y avoir des... Voilà. Oui, bonne question. Alors, quand je crée au tout début, d'abord, je commence par les textes. Donc souvent, je fais une exposition, j'ai toujours une thématique, la plupart du temps, parce que sinon, c'est trop ouvert, ça me donne des limites. Donc je travaille sur un thème, je commence par l'écriture, et ensuite, j'associe particulièrement certains visuels. Mais ensuite, il m'arrive souvent, après, de faire dire quelque chose à un autre modèle. Voilà, là-dessus, c'est plutôt interchangeable. Et d'ailleurs, suivant la posture du personnage, un texte peut prendre une autre dimension ou une autre couleur qu'avec une telle autre. Voilà. Peut-être une dernière question pour que tu aies le temps de signer tes livres. Il y a une main qui se lève. Je profite aussi juste le temps que le micro arrive pour montrer ce livre qui s'appelle Mystique, à la vie, à la mort, qui est un petit format aussi qui retrace une bonne partie de ton travail. Bonjour, Laurent. Je voulais savoir si vous aviez collaboré avec d'autres artistes sur des affiches. Sur les affiches. Dire sur votre thème, quoi. J'ai fait, c'était pas une affiche, avec Marc Jacob, qui travaillait pour Louis Vuitton. J'ai fait son premier carton d'invitation, son premier défilé. Voilà. J'ai la mémoire qui planche un peu. Sur la fête de l'UMA, du coup, pour les artistes qui étaient invités. Ah oui, la fête de l'UMA. Mais enfin, c'est pas un artiste, c'est une... Enfin voilà, non, après, artiste particulièrement, je sais plus. Il faut que je regarde mon CV. Sinon, il m'arrive aussi de collaborer avec d'autres artistes. Voilà. Pas souvent, mais ça m'arrive. Est-ce qu'il y a une toute dernière main ou est-ce qu'on s'en tient là
pour enchaîner sur les signatures. Je regarde juste pour que... Oui, une dernière question. Je voulais vous dire merci. C'est un plaisir de se balader dans Paris et de vous rencontrer sur les murs. Ça fait Merci, madame. un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Mystique. Merci à vous.